de parents d'élèves. Toutes les initiatives, sont bonnes. Maintenant, est-ce que ça réglera pour autant le problème de fond pour tous les jeunes? C'est-à-dire qu'il faut peut-être s'attaquer plus, au problème de la, santé mentale des jeunes et au fait, qu'il y ait un mal-être. Il faut peut-être prendre les choses à la racine. Alors il y a certains établissements qui le font et commencent à le faire parce qu'ils se rendent compte que, c'est un vrai souci. Donc il y a, par exemple, des rencontres parents-école sur tout ce qui est réseau, écran et cetera qui sont, dispensés par l'appel. Chaque chef d'établissement est à même, avec l'ensemble de sa communauté éducative, de pouvoir mettre en place ou des lieux d'écoute, peut-être des lieux de parole. Est-ce que au cours des vies de classe, il peut pas y avoir des temps de parole pour les élèves, pour pouvoir un petit peu discuter avec leurs professeurs? Ça pourrait être peut-être une idée. Hélène Lobigna, présidente d'une association de parents d'élèves jointe pour RFI par Amélie Beaucourt. Il est 18h09 à Paris, 16h09 en temps universel. Tout de suite sur RFI, le Café des Sports avec Eric Mamrut. Si vous souhaitez réécouter ce journal, vous pouvez le faire sur françaisfacile.rfi.fr ou bien sur l'application RFI. Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval. Transmettre la mémoire de la guerre d'Algérie, 70 ans après le début du conflit, malgré le silence des appelés qui perdurent, deux sœurs, Laurence et Claire Ponty, publient un témoignage rare, le journal de leur père, soldat en Algérie en 1960. Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International. Eric Mamrut. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café des Sports, le café du football. Avec nos habitués, les incontournables, ils sont trois, vous les connaissez bien. Maintenant, ils n'arrivent pas à se passer notre comptoir de notre zinc, Easy de RFI, le zinc de France 24, de nos réseaux sociaux. Également, vous pouvez tout autant suivre cette émission. Bonjour Amine Gono. Bonjour et surtout, salut à tous les fans qui savent que le Real va organiser un sextuplé cette semaine. Ah ouais. Eh bien, on va voir ça, effectivement. Son inséparable acolyte est là, bien évidemment. Il n'y a pas la veste bleu turquoise, il y en a une autre qui est belle aussi, toujours très élégant, Xavier. Merci Eric, bonjour à tous. Hola a todos. On n'a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter avant ce Classico. Ah, voilà, vous vendez la mèche, effectivement, sur le programme de notre émission. Enfin, vous devez vous en douter, effectivement, de quoi on va parler. Lui, eh bien, a pris goût un peu plus récemment, notre Café des Sports, mais... Eh bien, vous aimez venir, évidemment, vous accueillez toujours avec grand plaisir Benjamin Moukanjo. Bonjour à tous. On nous dit souvent que le café n'est pas sucré, mais le nôtre, il est vraiment sucré. Il est bon notre petit café. Et moi, je l'aime bien, je prends goût à y goûter tous les vendredis. Mais je suis aussi un peu surpris parce qu'on m'a mis à côté de Rémi. Donc, je me suis posé la question. De Lyon, côte à côte. Oui, mais cela veut dire que... De Lyon dominant. Cela veut dire tout simplement que un adversaire en face de moi, un adversaire à ma gauche. On va voir les forces en présence. Justement, en tout cas, vous avez eu raison de venir cette semaine, car effectivement, on vous a préparé votre plat de résistance, votre plat préféré, un classico. Un classico, car oui, demain, la finale de la Coupe du Roi opposera le Real Madrid au FC Barcelone. Une affiche de prestige aux multiples enjeux, le trophée, mais pas seulement, car c'est un classico crucial essentiellement pour le Real Madrid, éliminé en Ligue des Champions et distancé en Liga par son rival. Crucial aussi pour son entraîneur, Carlo Ancelotti, et peut-être également pour Kylian Mbappé, dont la cote a un petit peu baissé ces dernières semaines. À Madrid, quant au Barça, demi-finaliste de la Ligue des Champions, il est surmotivé à l'idée de réaliser le triplé cette saison. Jamie Vardy et Leicester, c'est terminé. L'attaquant international quitte le club anglais après 13 années d'une intense histoire d'amour.
Une longévité, une fidélité, un même blason qui devient bien rare dans le football. Nous nous demanderons pourquoi. Et puis nous refermerons l'émission avec les autres tauliers du Café des Sports. Vous qui intervenez chaque semaine via les traditionnels cartons à l'arrière-boutique. Aujourd'hui, Laurent Salerno et David Finzel. Ils effectuent le travail de l'ombre côté radio. Côté télé et réseaux sociaux, Romain Cusno et Steven Esli sont à la manœuvre. Allez, on lance direct le plat de résistance avec cet alléchant classico. Nueva edición del clásico más importante del fútbol mundial. Clásico, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. 260e Classico Royal. Depuis 2014, la finale de la Coupe du Roi n'avait plus opposé les deux meilleurs clubs d'Espagne. Le FC Barcelone en a remporté 31, le Real Madrid 20, et c'est le stade de la Cartuja de Séville qui va accueillir demain ce nouvel opus de ce duel qui passionne évidemment la planète football. Un 260e épisode, messieurs, à gros enjeux, j'ai envie de dire, surtout pour le Real Madrid, éliminé de la Ligue des Champions la semaine dernière, distancé en Liga par le Barça. Xavier, le Real joue-t-il demain sa saison ? Clairement, il joue pour ne pas connaître une saison blanche et sèche, sans le moindre trophée. Il a gagné la Super Coupe d'Europe en début de saison, oui, mais bon, qu'est-ce que ça vaut ? On sait que ce qui compte, c'est les trophées qui s'inscrivent dans une histoire. Là, vous avez rappelé le palmarès de la Coupe du Roi, même si Rémi Ngono s'amuse à la qualifier de Coupe du Village, c'est une compétition qui a une histoire, qui existe depuis longtemps. Le Barça l'a remporté 31 fois, le Real 20 fois, et c'est la 8e fois qu'ils vont se retrouver en finale. Et je vais même faire un petit aveu, pour le moment, dans les confrontations directes en finale, c'est le Real qui a un léger avantage, puisqu'il a gagné 4 fois et le Barça 3 fois. Donc on sait que ça, c'est une compétition qui a une histoire, c'est pas une compétition qu'on va organiser vite fait pour un match de prestige. Donc ça s'inscrit dans cette rivalité entre le Real et le Barça. Le Barça, cette année, a l'avantage en championnat. Il a l'avantage en Ligue des Champions puisqu'il est dans le dernier carré de la compétition, que le Real est éliminé. Le Real, pour sauver sa saison, n'a plus que cette coupe. Cette coupe, alors, c'est vraiment une coupe qui ne compte pas, une coupe du village, vous dites, Rémi Ngono, quand même. Elle a une valeur, elle permettrait au Real de se racheter un petit peu. Si on vous dit que vous avez remporté la coupe d'Aubervilliers, et l'autre a remporté la Coupe de France. Aubervilliers. Non. Et si on vous dit, vous avez remporté la Coupe de Paris et l'autre a remporté la Coupe de France. Mesdames et messieurs, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Le Real vient de remporter la Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe, c'est-à-dire au-dessus de toutes les coupes. Et Xavier Barré nous dit, cette coupe ne compte pas. Le Real remporte la coupe intercontinentale, donc galactique, mondiale, terrestre, voire extraterrestre. Le gars nous l'amène sur la coupe du village pour nous dire que c'est là où la saison se joue. Le Real, ce n'est pas sa saison qui se joue là-bas. C'est juste une répétition pour la saison. Les saisons qui vont arriver. Ah, ça y est, vous mettez déjà une croix. Oui, ce ne sera pas une satisfaction pour un Madrilène ou pour la Maison Blanche qui, quand même, a déjà de grands trophées. C'est-à-dire, vous êtes le champion avec des Ligues des Champions 15. Et quelqu'un va vous dire, attendez, c'est la Coupe du village qui est très importante. Mais non. C'est pour ça que je dis Rémi, c'est juste... Peut-être qu'il y a un autre classico dans pas longtemps, dans le cadre de la 35e journée de la Liga. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc ça y est, vous faites une croix sur le Benjamin. Est-ce que si le Real venait à s'imposer demain, ça leur donnerait pas des idées, en tout cas un surplus de confiance en vue de ce classico du 11 mai qui pourrait être un tournant peut-être dans la saison? Non, mais déjà, pour répondre à Rémi, je pense que ce qu'il a dit, il ne le pense pas vraiment. Très honnêtement. Je crois qu'il essaye encore, comme il est très malin, de nous embrouiller. Mais voilà, moi pour avoir été un joueur, et on sait que tous les clubs, tous les grands clubs qui soient, adorent gagner des trophées. Peu importe la classification, on peut trouver que la Ligue des Champions est beaucoup plus importante que le championnat ou la Coupe du Roi. Mais ces grands clubs-là sont bâtis pour gagner tous les trophées qu'ils trouvent sur leur chemin. Donc, je crois que si le Real ne gagne pas demain, forcément, ça serait une déception. Mais je ne dirais pas comme Xavier, parce que pour moi, le Real ne perdra pas tout demain s'ils perdent.
Il y a ce match-là, vous l'avez évoqué, en championnat, ils ont la possibilité de gagner et on n'est pas à l'abri d'un faux pas de la part du Barça. Mais effectivement, le Real, pour moi, encore une fois, est bâti, Rémi, pour gagner tout ce qu'il peut trouver sur son chemin. Ce Real-là, s'il ne gagne pas, bien sûr, ça sera une saison légendaire parce que c'est historique. Ils vont quasiment faire une saison blanche, encore une fois, mais... Oui, je sais que la Super Coupe, oui. Mais vous dites qu'un club doit remporter les trophées. Et vous me dites que ce trophée-là, vraiment, nous, tu as dit, je suis footballeur. Non, je prends ton introduction, nous parlons langue française. Tu as dit, moi, en tant que footballeur, vraiment, on aimerait ramasser tous les trophées. Bien évidemment. Mais maintenant, mais bien sûr, tu ramasses la Super Coupe d'Europe. Mais la Super Coupe d'Europe, c'est un match de gala. Dans une saison, et tu me dis, ce sera une saison blanche. La Super Coupe d'Europe, c'est un match de gala qui oppose le champion d'Europe au vainqueur. Mais c'est un match de gala, oui. L'UEFA a organisé ce match dans les années 80-70 pour lancer la saison. Et il le faisait avant à Monaco en espèce de préambule du tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça rapporte plus d'argent que la Coupe du Village, monsieur. Et maintenant, ils l'ont déplacé pour le faire itinérant dans les pays d'Europe pour que les gens qui ne voient jamais des grandes équipes, parce que leur champion ne participe plus à la Ligue des Champions, puissent y aller. Donc ça a lieu en Estonie, ça a lieu en République tchèque, ça tourne en Europe. C'est un match de représentation, c'est pas un vrai trophée. Il y a deux équipes qui le disputent, qui sont qualifiées d'office en tant que vainqueurs. Parce qu'elles sont arrivées au sommet. Oui, la saison d'avant. La crème de la crème, monsieur. Mais non, la saison précédente. Donc déjà, entre-temps, le mondial des clubs, le Barça n'est pas qualifié. Entre-temps, les équipes ont changé puisque c'est pour ouvrir la nouvelle saison. Le débat, c'est Super Coupe, c'est comme le Trophée des Champions, comme le Charity Shield. Ça n'a pas de grande valeur. Le débat n'est pas sur la Super Coupe d'Europe. Peut-être que Benjamin pointait la comparaison avec l'an passé où le Real Madrid avait gagné et la Ligue des Champions et la Liga. Là, Eric, d'autant plus que la Super Coupe, c'est un trophée qui a été mis en place, mais pour moi, ça récompense toujours ce qui s'est passé la saison d'après. D'avant, pardon, la saison d'avant, autant pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, si ce Real-là ne gagne pas, pour moi, ça sera considéré comme une saison blanche parce que ce trophée-là, on aurait pu le mettre sur la saison d'avant. Et la Coupe intercontinentale. Revenons à cette Coupe du Roi, messieurs, et Xavier. Franchement, demain, est-ce que ça peut être un tournant par rapport à l'objectif Liga qui, pour le Real Madrid, n'est peut-être pas totalement il faut rappeler que les deux classicos qui ont eu lieu cette saison, en championnat et en Super Coupe d'Espagne, même si c'était un match de gala en Arabie Saoudite, ont été gagnés par le Barça. Donc 4-0 et 5-2. Donc du coup, il y a un gros avantage psychologique pour le Barça. Et il y a en championnat, on l'a évoqué, un avantage au point pour le Barça, puisqu'ils ont 4 points d'avance sur le Real. Donc, après, si le Real gagne 3 points sur le Classico, ça fait plus qu'un. Oui, effectivement, vous avez raison. Le championnat n'est pas encore terminé. Mais il est évident que pour le Real, gagner la Coupe, c'est obligatoire. Pour le Barça, vu qu'ils sont en tête du championnat, qu'ils sont encore en Ligue des Champions, ce serait bien de gagner cette Coupe. C'est obligatoire parce qu'ils peuvent tout perdre. Ah ben ça, on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. En championnat, ils ont une avance intéressante. Mais ils avaient déjà une avance comme ça depuis un moment, mais à chaque fois qu'il faut concrétiser, accroître cette avance-là, on a vu que parfois, ça ne passait pas. Hein. Moi, je reste prudent là-dessus parce que de toute façon, pour moi, 4 points, même s'il ne reste pas énormément de matchs à jouer, il y a cette confrontation entre les deux équipes, ça peut revenir à 1 point. Oui, et quand on voit ce Barça quand même par moment, qui est aussi comme le Real, hein, qui est fébrile par moment, tu te dis qu'ils ne sont pas à l'abri d'une rechute. Et ça peut permettre au Real de passer devant. Moi, je reste prudent vraiment là-dessus. Un match très important donc demain pour le Real Madrid et plus précisément peut-être pour Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il joue son poste demain? On a vu que sa cote avait baissé dernièrement. C'est un entraîneur emblématique du Real Madrid. Est-ce que si le Real venait à perdre aussi demain... faire une croix sur cet objectif, ça en serait fini totalement de Carlito, Rémi. Ou alors ça pourrait le relancer en cas de succès, du coup, Carlito, classe. Je crois qu'il ne faudrait pas être ingrat et de quoi. Il faut quand même savoir que même en 2020-2021, avant que le Real ne vienne à se réveiller, on avait vu justement aussi ce Carlo Ancelotti où tout le monde disait que c'était déjà fini parce que Tirassol était venu justement aussi shérif
Mais là, je parle du match et ça peut être un point clé, un tournant pour lui. Je vais vous dire... le résultat de ce match. Ça peut définir son avenir, en fait. C'est pas ça. C'est pas ça son avenir. Ce n'est pas ce match qui détermine son avenir. Autrement dit, mais qu'est-ce qui reste pour lui? Beaucoup d'entraîneurs... Attendez, quand vous me dites ça, c'est comme si L'Oréal, chaque année, gagnait tout avec tous les entraîneurs. Ce n'est pas possible. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, en 2010... L'Oréal est humilié au Camp Nou. 5-0. Mais est-ce que cela a fait de telle sorte que L'Oréal s'arrête là? C'est pour ça que je dis que L'Oréal, c'est dans le temps. Et parce que L'Oréal a encore ce qu'on appelle la croissance des joueurs. Parce que les gens oublient que L'Oréal est dans un nouveau cycle, qui recommence avec de nouveaux joueurs là. Et les autres aujourd'hui, on vous dit non, L'Oréal c'est fini, Carlo Ancelotti c'est fini. C'est vrai que cette fois-ci, il a eu beaucoup de blessés. Bon. Mais cela ne veut pas dire que L'Oréal est déjà fini. L'Oréal, c'est... D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit... Le premier. Oui, c'est vrai. Le riche s'enrichit avec le temps et c'est le temps qui tue le pauvre. Bon. Enfin, avec ce beau proverbe, on n'empêchera pas qu'il y a quand même beaucoup de pistes qui annoncent l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real la saison prochaine. Il a refusé de confirmer qu'il serait à Leverkusen la saison prochaine et tout porte à croire qu'il sera sur le banc du Real et que Ancelotti va arrêter. Alors le Barça, regardons les enjeux pour le Barça. Quel esprit un petit peu plus léger en ce moment. Eux, ils rêvent du triplé et c'est totalement accessible pour... Oui, je pense que le Barça peut réellement rêver du triplé. On le disait d'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois ici dans cette émission, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui fait plaisir à voir, mais bien sûr qui a aussi des défauts. Mais sur cette double confrontation, forcément, le Barça est largement favori parce que le Barça est dans une quand même forme depuis un moment, une certaine forme de constance. Ils sont encore sur les 3 tableaux, ils sont en mesure d'aller gagner tout ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention parce qu'ils peuvent aussi tout perdre. Même si Xavier nous dit qu'il y a 4 points d'avance en championnat, ils ont encore le destin entre les mains, mais ce Barça-là nous a montré par moments une certaine forme de fragilité, défensive surtout. On l'a vu la semaine dernière. On l'a vu la semaine dernière à Dortmund, quand même. C'était passé assez près, quand même. Des faits 3-1. Il y avait beaucoup de remplaçants qui avaient été alignés pour l'occasion, parce que justement, ils ont un calendrier tellement chargé que Hansi Flick veut absolument faire tourner et de temps en temps, il laisse certains titulaires indiscutables au repos pour faire tourner. Là, il devra aussi composer avec une absence importante, c'est celle de Lewandowski. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, cette semaine, ils ont joué contre Mallorca en match de championnat. 40 tirs pour le Barça, un but seulement. Mais 13 étaient quand même cadrés. 13 cadrés, oui, et un but. Donc le gardien était aussi bon. Donc un très bon gardien en face, mais à l'arrivée, un seul but, une seule victoire, 1-0. Donc, l'absence de Lewandowski, elle pèse, même si j'ai plongé dans les statistiques, parce que figurez-vous que depuis que Robert Lewandowski est arrivé à Barcelone, le Barça a joué 157 matchs depuis que Robert Lewandowski est arrivé au début de la saison 2022-2023. Il en a raté seulement 14, ce qui est incroyable compte tenu de son âge. Et ces 14 matchs que Lewandowski a ratés avec le Barça, eh bien, les Blaugrana en ont gagné 13 et un match nul. Donc, son absence... Tu as les adversaires aussi? Oui, j'ai les adversaires. Il y a eu notamment une victoire 1-0 au Real en demi-finale de la Coupe la saison dernière, alors qu'il n'était pas là. Il était indisponible. Ou il était peut-être suspendu d'ailleurs. Ils ont battu et les 3 derniers, c'est 5-1 contre Mallorca, 5-1 contre le Betis et 5-0 contre Valence. Donc, sans lui, ils y arrivent aussi. Et je dois avouer que c'est un élément qui est quand même rassurant pour le Barça, parce que c'est vrai que l'absence de Lewandowski, et je répète le constat de ce qu'on a vu contre Mallorca cette semaine, c'était un sujet d'inquiétude. Et en fait, il n'y a pas tant de raisons de s'inquiéter que cela. Au fait, donc il y a la demi-finale allée de la Ligue des Champions mercredi prochain. Contre Barça-Inter de Milan. Court délai entre ces 2 matchs tellement importants. Donc, comment la gestion pour Hansi Flick demain, on peut sacrifier une Coupe du Roi, ne pas mettre son équipe type ou il faut jouer les 2 coups à fond? Je pense que demain, d'autant plus que l'adversaire fait en sorte que vous ne pouvez absolument rien sacrifier. Quand vous jouez un classico lors d'une finale et puis à la clé, il y a quand même un trophée. Demain, il n'aura pas le choix. Il est obligé de mettre son 11 type, sans Lewandowski, bien sûr. Et probablement, c'est les mêmes joueurs qui joueront en Champions League 3-4 jours après. Il n'a pas le choix. C'est le calendrier qui le fait.
Mais souvent, c'est comme ça, quand on arrive au bout des compétitions et qu'on est encore sur tous les tableaux, on est obligé de composer comme ça avec des joueurs qui vont se retrouver en sur-régime parce qu'ils auront beaucoup joué et on ne peut pas forcément faire tourner. Et on a vu le Barça, quand il décide souvent de tourner, surtout, j'insiste là-dessus, défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque. On l'a vu, tu parlais de la Champions League face à Dortmund, on l'a vu en championnat contre Vigo, on l'a vu contre Mallorca. Ça a été quand même difficile, mais bien évidemment, sur le plan offensif, ils arrivent toujours à faire la différence. Mais maintenant, il va falloir voir entre ce match de demain en Coupe du Roi et la Champions League face à l'Inter, qui est aussi une très belle équipe. Est-ce qu'ils vont être frais pour pouvoir affronter ce match face à l'Inter, qui, rappelons, n'auront pas un match de coupe à jouer demain. Donc, moi, j'attends de voir. Ils auront un match de championnat. Ils ont joué en demi-finale de la Coupe contre le Milan cette semaine et ils ont pris 3-0. Mais les Italiens, ça veut faire. Rémi, bon, le Barça est favori quand même, là, on peut le dire, non? C'est dur, c'est dur. Je ne peux pas dire que le Barça est favori. Je ne peux pas le dire. C'est vrai que si quelqu'un va se baser sur les 2 derniers matchs, tu vas dire directement le Barça est favori. Mais les 2 dernières confrontations, voilà, 4-0 et 5-2. On avait vu le Barça en Ligue des Champions broyer Dortmund. Et subitement, au match retour, ce n'était plus la même histoire. Hein. Et ce Barça aujourd'hui, c'est vrai que c'était la puissance offensive. Parce que le Barça aujourd'hui compte quand même 88 buts par rapport au Real qui a 23 buts de retard. Mais lorsqu'on voit les derniers matchs quand même aussi, il y a quelque chose qu'on doit souligner. C'est que Baldé n'est pas là. Baldé, c'est lui qui rend Rafinha très fort. Parce que l'homme clé du Barça, c'est Rafinha. Parce que Rafinha aujourd'hui, c'est pratiquement... Voilà. Il a moins bien. 30 buts, 21 passes décisives cette saison pour le Brésilien. C'est 23 passes décisives même. Ça fait 53 fois qu'il est actif et le décisif. Donc, pour moi, cet homme a souvent bénéficié des montées de Baldé. Or, Firmin, ce n'est pas exactement ça. Et tout de suite, il a aussi souligné quand même les faiblesses défensives qu'on a au Real, mais qu'on trouve terriblement actuellement au Barcelone, parce que l'OFC Barcelone fonctionnait avec la défense en ligne, on piégeait pour le hors-jeu. On a déjà un peu étudié ça. Moi, j'ai regardé le match, bien évidemment, contre Celta Vigo. Franchement, je ne sais pas d'où sortent les 8 minutes d'arrêt de jeu. 8 minutes d'arrêt de jeu, un pénalty très généreux, un pénalty qui est refusé de l'autre côté à Celta Vigo. J'ai quand même vu ce Barça, aussi lorsqu'il est bousculé, comme contre justement Dortmund, eh bien, le Barça n'était pas aussi flamboyant que ça. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien voir ce Barça répéter tous ses efforts, parce que de la même façon, quand on avait pris 5-0, on disait « Oh non, le Barça va toujours broyer le Real », mais par la suite, ça s'était équilibré et le Real avait pris le dessus. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le Real n'est jamais mort, il faut faire très attention. Ouais. En tout cas, le Barça, je partage un point avec Rémi Ngono, c'est assez rare, surtout sur un débat sur un classico, c'est l'absence d'Alejandro Baldé. Effectivement, il est blessé pour la fin de saison, donc c'est Gérard Martin qui va jouer au poste d'arrière gauche. Lui, hein. C'est sûr qu'il est un peu moins fort, surtout dans le soutien offensif, mais le reste de la défense, c'est la même qui avait piégé 8 fois Kylian Mbappé lors du Classico aller gagné 4-0. Donc avec Koundé, Koubarsi et Inigo Martinez. Et c'est la même qui avait joué la finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, gagné 5-2, avec un gardien expulsé en début de deuxième période. Donc ils avaient joué une grande partie du match, enfin la deuxième période, à 10 contre 11. Donc il y a quand même si cette défense, ok, elle est toujours sur le fil parce que c'est le jeu du Barça, donc de s'aligner très haut et on n'est pas à l'abri d'une erreur d'alignement, ça va être un élément clé dans cette confrontation. Mais sur les 2 références qu'on a cette saison dans ces confrontations, pour le moment, la défense du Barça a toujours tenu. Et puis aussi sur les dynamiques respectives, le Barça a subi une défaite sur ses 27 derniers matchs, 22 victoires, 4 matchs nuls. Côté Real Madrid, mon cher Rémi, c'est 3 victoires et 3 défaites. Dernièrement, niveau dynamique, niveau confiance, Benjamin, là, ça penche d'un côté. Le Real, comment il va aborder mentalement ce rendez-vous? Parce que ça pioche, il y a 3 victoires 1-0 en plus, ric-rac en ce moment.
Ça a l'air d'être compliqué, non? Oui, mais après, on sait tous qu'un classico, ça reste un match particulier. C'est comme un derby, un PSG OM ou un Saint-Étienne-Lyon. On a vu, on a même le truc, on a vu avec Saint-Étienne-Lyon, parce que Saint-Étienne, au fond du classement ici en Ligue 1, ils ont réussi quand même à gagner Lyon, qui a envie de se qualifier pour une place européenne. Donc pour moi, ces matchs-là, on a beau regarder les statistiques, on a beau étudier tout ce qu'on veut, c'est des matchs toujours particuliers. C'est des matchs où on sait qu'on n'a pas besoin de motivation supplémentaire, les joueurs, ils savent, hein, c'est un peu le match des supporters, c'est le match de l'orgueil, c'est le match de... Même s'il y a de l'enjeu, qu'il n'y ait pas d'enjeu, là, il y a un trophée au bout, d'accord. Mais moi, je ne vais pas regarder ça, la dynamique des deux équipes. Oui, le Barça est largement au-dessus en ce qui concerne la dynamique et même en ce qui concerne même sa saison. Mais on sait que sur ces matchs-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a cet orgueil-là, ça peut être un match de la saison. Il faut rectifier le tir. On a été gagné, ils ont perdu le Real, je crois, 2 fois cette saison, mais ils ne voudront pas perdre la 3e fois. Donc, il y a l'orgueil qui rentre en cours. Et forcément, ces matchs-là, les joueurs, ils sont motivés. Donc, on n'est pas à l'abri que demain, on voit un Real qu'on n'a pas vu peut-être depuis le début de la saison. Il y a quand même une donnée, parce qu'on parlait de Baldé qui ne sera pas là, Lewandowski non plus. Côté Real Madrid, l'infirmerie, elle est bien remplie également. Alaba, Camavinga se sont rajoutés. Ferland Mendy ne jouera pas non plus ce classico. Il est donné dans l'équipe quand même. Hein. Dans l'équipe probable. A priori, mais enfin, parce que Camavinga, ça devait être Camavinga, puis comme il est blessé, a priori, c'est Ferland Mendy qui va jouer à gauche. Mais là, je donne quand même la parole à Rémi pour essayer de défendre ce Real Madrid, parce que bon, la dynamique n'est pas là, la confiance n'est pas là, les joueurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas là non plus. Comment l'équipe, la Maison Blanche va-t-elle faire pour tenir debout? Je vous avais dit depuis que le Real souffrait défensivement, et d'ailleurs j'ai toujours soutenu que quand une équipe n'a pas de défense, elle ne peut pas remporter de grands trophées. Aujourd'hui, ça me donne raison. Donc, le Real souffre de ça. C'est vrai que Mendy, il s'est rétabli, il a fait l'entraînement complet, donc il pourra être titulaire. Bien évidemment, Garcia, voilà, on se dit quand même qu'avec cette équipe du Real, qui n'a réalisé que 18 clean sheets. Je sens inquiet quand même, notre 18 clean sheets, oui. C'est 18 clean sheets. Hein. Alors que la saison dernière, c'était quand même 26. Donc vous voyez où est la différence. J'ai regardé le match de la... voilà, on joue contre Retafe. C'est Retafe. Mais le Real a concédé 20 tirs. Et sur les 20 tirs, 6 dans la surface de réparation. Donc, des arrêts décisifs de Thibaut Courtois. On a réussi à dire que, bon, on a gagné par 1-0, on n'a pas encaissé. Mais les occasions que les équipes se créent sont énormes. Donc, aujourd'hui également, ça nous montre aussi que Kylian Mbappé est très important pour le Real Madrid. Donc, pour moi, je crois qu'on n'a pas encore trouvé un certain équilibre. La preuve, c'est que c'est au milieu de la saison, à la fin de la saison, que Carlo Ancelotti nous explique qu'il trouve que le système 4-4-2 peut être le meilleur et que maintenant, on se rend compte quand même qu'Arda Güler peut aussi faire de très bonnes prestations parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en 36 matchs, il a joué 1300 minutes, mais il a quand même marqué 4 buts et provoqué 3 pénaltys. Oui, on parle bien de Yamal, mais Yamal, c'est 6 buts comme Valverde. Mais ça, c'est la responsabilité moi, j'ai dit de l'entraîneur. C'est l'entraîneur, c'est pour ça que je dis que peut-être que dans cette finale, après avoir vu toutes ces lacunes, il pourra rectifier et beaucoup changer de choses. Kylian Mbappé, est-ce que c'est un match qu'il ne doit pas rater? En ce moment, on l'a vu, il a écopé du carton rouge, ça n'a pas été très, très apprécié par les supporters qui l'ont sifflé, on l'a vu sur une image quand il était dans son box là-bas à Bernabéu. Ce match-là, il doit pas le... Il ne faut pas oublier qu'il a quitté Paris pour aller à Madrid parce que c'était son rêve de gosse et parce qu'il veut gagner des trophées. En plus, on sait quel est cet état d'esprit conquérant qui le caractérise. Donc, Kylian Mbappé qui finirait sa première saison à Madrid avec une super coupe de ceci, une super coupe de cela, c'est pas du tout son objectif. Même sur le plan personnel, donc, pour montrer quoi. De gagner la Coupe du Roi, ça lui permettrait de montrer déjà qu'il a gagné quelque chose et puis surtout d'être décisif dans un grand match et notamment dans un classico. Le dernier, il avait ouvert le score.
c'est Kylian Mbappé qui ouvre le score lors de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et puis derrière, c'est le Barça qui réplique et qui empile les buts. Donc, et puis le premier Classico, surtout en championnat, avec cette détermination qui était la sienne, mais à chaque fois, il s'était fait piéger 8 fois hors jeu. Donc, il a vraiment... C'est un nouveau poste pour lui. Oui, il a vraiment une revanche à prendre vis-à-vis des supporters, vis-à-vis même de lui-même, parce qu'on sait qu'il a une grande ambition. Et je pense que cette finale lui offre aussi cette possibilité. Ouais, un mot sur l'arbitre de cette partie, Ricardo Bengoechea. La télévision du Real Madrid a pris l'habitude ces dernières semaines de faire avant les matchs une vidéo dans laquelle il disqualifie un petit peu l'arbitre, il pointe les erreurs et là en l'occurrence ils ont montré combien cet arbitre défavorisait selon eux le Real Madrid. Il y a eu ce midi une conférence de presse des arbitres et de lui-même, avec Monsieur De Burgos Bengoechea et son assistant vidéo, qui ont effectivement critiqué très sévèrement. Il a même pleuré. La méthode, exactement. La méthode du Real Madrid, enfin de Real Madrid TV. Il a pleuré devant tout le monde en disant, vous vous rendez compte, mon fils rentre de l'école en disant, papa, les gens disent que tu es un voleur. Ladrón en espagnol. Donc, il a dit, c'est pas possible que cette chaîne de télévision, qui est la chaîne de télévision du club, continue comme ça de fustiger les arbitres à chaque fois pour des décisions qui sont prises dans le feu de l'action. C'est pas seulement fustiger, c'est mettre une pression incroyable sur un arbitre avant le match. Ils ont réclamé le changement de l'arbitre au motif qu'il avait pris des décisions défavorables au Real Madrid. Et la fédération espagnole a maintenu son arbitre et lui a apporté tout son soutien. Donc ça démontre quand même que dans ces affaires d'arbitrage où le Real n'est pas toujours très clair, là au moins la fédération espagnole fait preuve de force et d'autorité. Mais il va devoir montrer qu'il a vraiment les épaules là, parce que c'est pas évident. Alors écoutez, j'ai regardé le classement sur le quotidien Marca des arbitres, parce qu'il note tout le monde est noté en Espagne, et notamment les arbitres, et il est 5e du championnat d'Espagne. Donc, c'est pas non plus c'est plutôt un bon arbitre. Ouais. Alors, le Real souligne que, soi-disant, il n'a jamais arbitré de match de Ligue des Champions. Enfin, bref. Mais il est quand même 5e dans le classement de la Liga. Ouais, en tout cas, psychologiquement, s'il est 5e, aujourd'hui, tout le monde sait que les arbitres en Espagne ne sont même plus conviés sur le plan mondial. Donc, moi, j'ai seulement une statistique. C'est celle sur 14 fautes et demie commises contre le Real Madrid, il y a un carton jaune. Sur 4 fautes commises contre le Barça, il y a carton jaune. Ce qui veut dire que... Il y a un complot. Oui, mais attendez, parce que si. Mais vous avez vu la dernière fois comment on a fini assassiner Kylian Mbappé. Mais il n'y a pas eu de carton. Ça, vous le savez. Donc, à une certaine période, si vous vous rendez compte qu'il y a toutes ces choses-là, c'est comme, une fois de plus, je t'ai dit que lorsque vous voyez un match du Barça et que vous voyez Xavier Barret qui nous dit ici, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. On met 8 minutes d'arrêt de jeu et après un penalty à la 8e minute d'arrêt de jeu. Même Rafinha lui-même, il se demande que ça sort d'où. Mais les gars du Barça eux-mêmes, ils ont jeté la tablette par terre parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, à une certaine période, il faut reconnaître cela qu'aujourd'hui, le Barça est favorisé au niveau de l'arbitrage. C'est pour ça que tu ne parles plus de ça. Il y a eu un but refusé à Lewandowski contre la Real Sociedad. Alors que le but était valable et qu'il y avait 0-0. Et finalement, le Barça a perdu. On ne va pas compter les points gagnés et perdus par rapport à l'arbitrage. J'espère que demain, en tout cas, on ne verra pas l'arbitre et que ces décisions seront toutes justes. Il sera regardé très suivi. Oui, non, mais évidemment, comme tout classico, en tout cas, nous, on sera là, on regardera, évidemment, 20h, temps universel. À Séville, c'est un petit peu tard, 20h TV. Personne pour défendre Mbappé. Voilà. Alors que je voulais bien dire quelque chose. Non, mais on va passer à autre chose maintenant. Ok, c'est bien. Allez, on va parler anglais maintenant. La fin d'une longue histoire d'amour entre Jamie Vardy et Leicester. L'attaquant anglais de 38 ans a annoncé hier qu'il quittait les Foxes après 13 années de bons et loyaux services auprès de ce club qui sera relégué en Championship à la fin de la saison. Il était le dernier escapé de l'équipe sacrée championne d'Angleterre en 2016. Xavier, c'est surtout cette année-là que Jamie Vardy a crevé l'écran. Oui,
parce qu'évidemment, on ne le connaissait pas ou peu, et tout d'un coup, Leicester se retrouve champion avec lui comme meilleur buteur, comme fer de lance. Voilà, un joueur qui était issu des divisions inférieures, puisqu'il est passé en 3 ou 4 ans de la 6e division à l'équipe d'Angleterre. Ouais. Il a été sélectionné en équipe d'Angleterre. Il a pris sa retraite assez vite, d'ailleurs, sa retraite internationale. Après la Coupe du Monde 2018, il a arrêté et il a continué à se consacrer à son club. Et il a connu une première relégation il n'y a pas très longtemps, puisque Leicester a fait l'aller-retour, en fait. Ils sont remontés et là, il y a à nouveau cette descente. Et je pense qu'à 38 ans, il s'est dit, bon, ben voilà, j'ai tout connu ou presque. Ils ont quand même été champions, vous l'avez rappelé, en 2016. Ils ont aussi gagné la Cup en 2021, donc international, on l'a dit, avec l'équipe d'Angleterre. Pour et le Community Shield, oui, un joueur qui venait des divisions inférieures, qui était perdu pour le foot pratiquement, et qui a réussi cette carrière. C'est absolument extraordinaire. Et surtout, je pense que c'est un modèle pour plein de jeunes qui auraient tendance à se décourager, de se dire « Ah, j'y arriverai jamais ». Ben non, lui, il y est arrivé. Il est arrivé à un niveau. C'est un exemple de résilience. Parce qu'on sait que très souvent, on a tendance à voir des jeunes joueurs éclore comme ça, exploser aux yeux du monde. Lui, il est arrivé un peu sur le tard. Hein. Il a fait ses classes. C'était quoi ses qualités, son style C'est vrai que ce n'est pas forcément le joueur qu'on a envie tout de suite d'aller acheter son ticket pour regarder jouer, mais c'est un joueur qui ne lâchait rien. La débauche d'énergie qu'il avait dans un stade, les appels qu'il faisait, même pour rien, il ne recevait pas forcément le ballon. Mais et puis, au fur et à mesure, dans le travail, dans ce qu'il faisait au quotidien, il est devenu redoutable parce que c'est un serial buteur. Il marquait des buts, même si cette année, c'est un peu moins. Il joue un peu moins aussi qu'il ne jouait avant. Il y a aussi le poids de l'âge. Mais il a joué 31 matchs. Oui, mais combien de fois titulaire Combien de fois titulaire Rémi, ce genre de longévité, de fidélité à un club, 13 saisons, ça doit vous plaire. Ça devient rare, non, par les temps qui courent? Oui, ça devient très rare parce qu'il faut quand même se dire que il a vu les autres partir, hein, parce que quand il flambe en 2016, il était avec Riyad Mahrez. Et c'est en ce moment que Riyad Mahrez, justement, parce que c'était... Bon, et puis quand même aussi, il faut se dire que même en 2020, il réussit à claquer, parce que là, en 2016, je crois qu'il est sur 24 buts. Mais en 2020, il est sur 23 buts. Et 5 passes décisives. Donc, même jusque-là, il flambait, toujours... Et même en équipe d'Angleterre, il pouvait aller dans un autre club par rapport à supporter ça, mais je crois quand même qu'il a montré beaucoup de bonnes choses. À 38 ans maintenant, il peut aller n'importe où, il a montré toute sa fidélité. Bon, mais si lui-même il a été hébergé par le Barça, il a été nourri, et tout, puis il a fui. Donc aujourd'hui, lui au moins, s'il n'est pas parti pour de l'argent, il a vu beaucoup d'offres, mais... Et finalement, Arsenal, on peut être un très bon joueur sans être vraiment dans un très très grand club. Et moi, mais il aurait mérité en plus. Il aurait mérité. Mais il y a un proverbe africain qui dit également que un bon chien, ce n'est pas un collier d'or qui fait qu'il court. Alors, je suis moins qualifié que Benjamin Mukanjo pour savoir les qualités du poste d'avant-centre, mais il était surtout très fort en contre-attaque. C'est ça, moi, dont je me souviens, et surtout le système de jeu qu'avait mis en place Claudio Ranieri l'année où ils sont champions. En fait, il avait un système ils sont champions avec 32% de possession. Oui, c'est ça, très solide derrière. Des artistes, N'Golo Kanté qui ratissait tout au milieu de terrain, Riyad Mahrez qui gardait le ballon et qui le lançait, et sur des contre-attaques. D'ailleurs, on voit sur les vidéos, on voit des buts absolument incroyables, notamment un contre Liverpool, un ballon qui arrive de derrière, un rebond, reprise de volée, c'est au fond. Donc, il était très fort dans le jeu direct. Et Arsenal avait voulu le recruter, mais c'était pas du tout le jeu d'Arsenal, en fait, un avant-centre comme ça, puisqu'eux, ils produisent du jeu, et ils s'appuyaient sur un avant-centre qui était présent, technique, ce qui n'était pas du tout ses caractéristiques. En fait, il a trouvé à Leicester le cadre idéal pour s'épanouir et pour durer. Parce que finalement, Leicester n'a pas changé, les entraîneurs ont changé, mais n'a pas vraiment changé son système de jeu. Et lui, il a pu continuer à s'exprimer. Après, est-ce qu'il avait réellement... Bon, je ne mets pas ses qualités en cause. Hein, tu parlais de Arsenal, de tous ces gros, de Liverpool et autres. Est-ce que ça correspondait vraiment, lui, à ses qualités de jouer dans des grands clubs comme ça? Je ne suis pas sûr, parce que c'est des clubs, comme tu disais, Xavier, qui aiment avoir le ballon, qui aiment avoir la possession, qui aiment bien que l'attaquant ne soit pas un vrai numéro 9, mais plutôt un 9,5, voire un 10, qui décroche, qui vient participer au jeu.
il peut le faire, mais dans la durée, ce n'est pas forcément ses qualités. Lui, c'est vraiment le jeu direct. C'est l'appel dans la profondeur. Et comme on dit souvent, quand tu te sens bien quelque part et que tu es respecté, tu as tout ce qu'il faut, ben, il vaut mieux rester comme il a fait pendant 13 saisons. C'est une belle histoire. Et voilà, ça devient rare. Donc, il y en a eu par le passé, évidemment, des personnages vraiment identifiés à un club, Maldini, Baresi, là en ce moment Thomas Müller avec le Bayern Munich, mais ça devient de plus en plus rare. Vous, Benjamin, vous avez changé plusieurs fois de club. Oui, moi, j'en ai beaucoup changé. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Rémi Ngono et moi, on ne change pas. On reste vous êtes fidèles au Café des Sports, c'est bien. Mais pourquoi, en fait, ça va disparaître? C'est un petit peu l'amour du club, vraiment l'amour du blason, de l'écusson. On recommence à faire signer des contrats très longue durée à des joueurs. Oui, mais ils partent très vite. Pas forcément. Non, pas forcément. Les jeunes sortent tout de suite du centre de formation, ils se font acheter à droite à gauche. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même quand on est jeune, un jeune joueur de 17 ans qui commence à jouer, il est très mis en avant. Quand vous avez les appels des clubs qui sont beaucoup plus huppés que le club dans lequel vous appartenez, forcément, vous avez envie d'y aller. Vous voulez passer le cap, vous voulez jouer dans un très, très grand club. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le verra peut-être dans des grands clubs. Parce que quand vous jouez au Real, il y a quoi au-dessus du Real? C'est difficile que vous allez... Vous êtes au sommet. Barcelone aussi, je peux dire. Hein. Quand vous êtes à Barcelone, vous n'avez pas forcément quelque chose au-dessus. Non, mais c'est vrai, le Bayern, quand vous êtes à Barcelone, comme Neymar, Messi, on peut aller voir à Paris, tu vois. Après, un garçon comme Saka, par exemple, Bukayo Saka, il est possible qu'il fasse toute sa carrière à Arsenal, son club formateur, puisqu'il a tout pour réussir dans ce club. Il est encore assez jeune et donc il a même déjà été capitaine. Donc, quand effectivement vous grandissez, vous arrivez à vous imposer dans un grand club, comme dit Benjamin, Thomas Müller, vous rappeliez Eric, il n'y a pas de raison d'en changer. C'est vrai, quand vous êtes dans des clubs moyens, et là surtout Leicester, c'est un club qui fait quand même l'ascenseur assez régulièrement, 3 fois en 15 ans, et il peut y avoir l'opportunité d'aller ailleurs. C'est pour ça que sa fidélité, elle est d'autant plus remarquable. Et l'amour du maillot, alors, mais ça existe encore véritablement? Non, mais c'est pas parce qu'on part qu'on n'aime pas le club dans lequel on est resté pendant 10 ans ou 15 ans. Hein. L'amour du maillot existe, mais je pense qu'on succombe un peu aujourd'hui. Le maillot des Lions. Mais on est en club. C'est la sélection, ça. Aujourd'hui, on succombe aujourd'hui aussi sur l'aspect financier. Ça, il faut le dire. Quand on voit ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite, quand vous êtes un petit club et un joueur, vous avez un certain salaire et que vous avez un gros club qui vous propose 3 fois, 4 fois le double, forcément, vous craquez. La clé en or ouvre toutes les portes, dit un proverbe africain. On va rester là-dessus. Allez, on passe au carton. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de la semaine, ce sont vos cartons. Évidemment, ils nous viennent aujourd'hui de Côte d'Ivoire, du Sénégal, des États-Unis, du Congo-Brazzaville et du Tchad. Bonjour Radio de Foot International, je m'appelle Sakandé Lassane, résident au Burkina Faso. Je suis un supporter de Liverpool. Carton vert à mon équipe de cœur qui va remporter son 20e titre de la Première Ligue anglaise. Ciao, merci à vous. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Un carton vert à celui qui avait toujours l'habitude de nous rappeler sur le plateau de Radio Foot International qu'il n'y a jamais de défaite encourageante. Eh bien, je veux nommer Habib Beye, qui est en train de faire un travail remarquable du côté de Stade Rennais, à telle enseigne que l'équipe figure maintenant sur la première partie du tableau. Avec Habib, ça joue, ça marque, ça gagne et ça avance masqué. Bonne continuation à lui. Oumar Barou, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International, c'est Bassirou Thiam depuis les États-Unis. J'adresse un carton vert à la légende des Foxes, Jamie Vardy, qui va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Franchement, respect champion pour avoir mené Leicester vers le titre de champion d'Angleterre en 2016. On ne doit jamais t'oublier champion. Mais respect. Bonjour le Café des Sports, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Aujourd'hui, je donne un carton rouge à notre entraîneur, le mystère Carlo Ancelotti, qui a détruit les gamins. Indique en conférence de presse en disant que ce n'est pas un club de théâtre. Au lieu de protéger le petit qui n'a pas de temps de jeu, il l'a détruit en conférence de presse. Ça, ce n'est pas habituel de la part du Mr. Carlo Ancelotti. Carte rouge à toi. Rémi, j'espère que tu seras d'accord avec moi. Bon Café des Sports et bon week-end. Ciao.
Bonjour Radio Foot International, c'est Mamadou Ba, Guinéen vivant en Côte d'Ivoire. Mon carton il est vert à l'endroit de Serou Girassi, le futur ballon d'or africain. Carton vert, Kylian Mbappé, pas parce que je suis madrilène. Je suis grand supporter de la France. C'est lui-là qui m'a fait sauter sur mon canapé. En 2018, quand je suis sauté, j'ai tout gâté dans la chambre, puisqu'il a rapporté le mondial en 2018. On ne doit pas l'oublier. Kylian, force à toi. Chez nous, on dit on ne masse pas celui qui est déjà à terre. Bonjour à Radio du Monde, c'est Claude depuis le Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Ouais, je voulais donner un carton vert à l'équipe de l'AC Milan pour son espoir face à l'Inter. Les joueurs de Milan ont bien joué, ils ont mérité leur qualification. Carton vert à eux. Force à vous les gars. Bonjour Radio Foot International, c'est Wali Diouf depuis le Sénégal. Je m'adresse en carton jaune à Eduardo Camavinga qui a subi une blessure lors du match contre Getafe. Prompt rétablissement à toi, tu vas nous manquer beaucoup. Rémi, le match de demain c'est à gagner. Courage à la Madrid Inadamas. Bonjour l'équipe des Cafés des Sports, moi c'est Abdul Malik Yaouba depuis Tchad à Bongor. Mon carton il est vert pour Pedri González, le meilleur milieu de terrain de l'Europe actuellement. Il est en train de réaliser la meilleure performance de sa carrière. Je préviens Rémi Ngono pour le samedi. Il va massacrer les milliers de terrains de Real de Madrid. Bon Café des Sports à vous tous. Merci. Bonjour Radio Foot, c'est Ndari depuis N'Djamena. Et puis la remontade a fait partie de l'ADN du Real. C'était du Barça. Vous l'avez compris, c'est un carton de rattrapage, carton rouge à tous les supporters du Real Madrid, précisément à Rémi Ngono, qui nous ont fait croire que leur glorieux passé en Champions League suffisait pour créer un miracle. Malheureusement, ils ont tout mobilisé pour finir avec la rajoutada. Comme quoi, ce n'est pas parce que tu as un glorieux passé que tu peux marcher sur tout. Rendez-vous demain 21h. Bon Café des Sports. Vous n'avez pas remporté la Ligue. Ah, vous avez des fidèles, mais aussi des opposants. Hein? Oui, mais depuis 10 ans, voilà des gens qui n'ont pas frôlé une Ligue des Champions. Et ils sont déjà en train de chanter pour des rêves illusoires. Mais c'est pas possible. C'est la règle, c'est la règle du jeu. Oh là là, ces gens du Barça, ils ont le droit de cette manière. Voilà. Nous, on a eu la 5e, la 6e en 1966. On va pas refaire conversation d'anciens combattants, mon cher Rémi. On va passer à vos cartons. Xavier, votre carton. Moi, je vais donner. Alors, normalement, quand une équipe gagne, on lui donne un carton vert. Mais moi, je vais lui donner un carton jaune parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans cette génération des 17 ans marocains qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie d'âge pour la première fois de son histoire. Le week-end dernier, samedi dernier, c'était sur la côte marocaine. Et donc, ils ont gagné. Mais quand on regarde la composition de l'équipe, il y a 2 joueurs nés en France, 2 joueurs nés en Espagne, 1 joueur né en Pays-Bas, 1 joueur né en Allemagne, 2 joueurs nés en Belgique. C'est-à-dire sur le 11 titulaire, vous n'en avez que 3 qui sont nés au Maroc. Le Maroc, c'est 38,5 millions d'habitants. C'est 12 millions de moins de 19 ans. Donc, c'est une jeunesse florissante. C'est une économie dynamique. C'est un grand pays de football. Et pourquoi aller chercher des gamins mineurs pour faire une équipe nationale? Je pense que le Maroc, avec son passé, sa richesse, ses compétences, a les moyens de jouer avec des gamins qui sont nés à Casa, à Rabat, à Agadir, à Meknes, à Fès, à Oujda, et non pas de venir les chercher à Amsterdam, à Düsseldorf, à Paris ou à Londres ou ailleurs. Voilà, donc former les gamins, donner de l'espoir aux jeunes du Maroc, et je donnerai un carton vert pour le prochain titre continental de la sélection marocaine dans cette catégorie d'âge. Voilà qui est dit. Benjamin, votre carton. C'est un bon carton pour la première fois, je suis d'accord avec vous. Mon carton, il est rouge. Il est rouge et c'est pour la VAR. Je pense qu'on a tous assisté à ce match Saint-Étienne-Lyon le week-end dernier où l'arbitre central a décidé dans un premier temps de mettre un carton rouge qui était valable au joueur stéphanois, Stassin, sur une faute sur Tolisso, qui s'est fait déjuger par la VAR, qui l'a rappelé, lui demander de venir regarder les images. Après visionnage des images, il a retiré le rouge, il a passé en jaune. Je trouve que c'est un scandale parce que c'était vraiment un rouge. Et moi, je m'interroge encore une fois de plus. On nous a dit que la VAR était là pour corriger les injustices. Mais depuis un moment, on a plutôt le sentiment que la VAR n'aide pas forcément l'arbitre. Et peut-être que le football était mieux avant sans la VAR.
Grande question, ça, on peut en passer une émission entière et même plus que ça. Allez Rémi, on termine avec vous. Carton vert. Jean-Charles Castelletto. Un Camerounais peut-être? Oui. Et un Canari. Il a été costaud face au Paris Saint-Germain. C'est quand même l'un des meilleurs clubs d'Europe actuellement, surtout sur le plan offensif. Mais il a gagné, remporté presque tous les duels. Donc quand vous regardez ça, vous vous dites quand même que comment se peut-il que Castelletto ne soit pas appelé en équipe nationale du Cameroun? Il y était parmi les premiers binationaux à accepter venir au niveau des Lions indomptables. Maintenant qu'il est arrivé, qu'est-ce que Marc Brice fait? Il préfère prendre des défenseurs de 4e division, des chômeurs comme fait Colin Setu et tout, comme le dit un proverbe africain. Dès que l'aveugle commence à voir un peu, il se débarrasse de la canne qui l'aidait à se déplacer. Méditez sur tous ces proverbes pendant ce week-end. N'oubliez pas le Classico, le Super Classico également, River Plate Boca Juniors. Merci messieurs, on se quitte là-dessus. À bientôt.